L'arc Elbaf a débuté au chapitre 1126. On arrive au chapitre 1149, et si on suit les événements de l'arc Egghead, un peu plus de 20 chapitres, ça correspond à la première grande partie de l'arc. Pour l'arc Elbaf, ça correspond bien, car on a un peu plus de 20 chapitres après le début. En d'autres termes, la phase préparation de l'arc, qui est une phase un peu calme, c'est terminé, pour en arriver à la phase résolution, combat, problème et fin. Bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1149 de One Piece. Chevalier divin, régénération, puissance démoniaque, on y va. L'arc Elbaf tourne autour des Chevaliers Divins, qui est un groupe d'élite directement lié au GM, mais pas comme les Shibukai, qui sont des pirates qui ont pactisé. Les Chevaliers, eux, sont des combattants qui ne sont ni pirates ni marines. Ils forment un mur avant l'effondrement de l'ordre établi. Gunko a maîtrisé Usopp, Nami, Brook et Jinbei. À côté, on a Killingham et Somers, tandis que Shamrock a quitté Elbaf. Les chevaliers sont des ennemis qui sont puissants et qu'il faut faire tomber. Et comment on fait tomber des ennemis? En utilisant ses points. Surtout quand on parle d'ennemis de la sorte, qui n'ont aucune peine à faire du mal à n'importe qui. Livres, enfants, bibliothèques, gardes, prisonniers, tout y passe. Sauf qu'ils ont une particularité qui fait que c'est compliqué de les faire tomber. Une régénération rapide. Pour les faire tomber, il faut passer outre. Et pour passer outre, il faut faire comme Jinbei, c'est-à-dire réfléchir à un moyen. Trois principales options. Une limite de régénération comme Marco, un secret comme King ou un moyen lié au Haki. Pour la limite de régène comme Marco, c'est compliqué parce que sur Egghead, Saturn a pris cher. Grosse patate de Kuma, plein de coups de Luffy en Gear 5, et même son corps tout entier qui a été totalement détruit par une boule de poison. D'ailleurs c'était la sienne. Si on part sur une limite, alors il faut plus que tout ça. Ce qui est compliqué mais en soi pas totalement inenvisageable. D'ailleurs peut-être que la limite est liée au niveau de puissance. Au plus on est fort, au plus ça va loin. King avait comme secret qu'il faut attendre que sa flamme s'éteigne pour l'attaquer. Et ça peut être le cas pour la régène des chevaliers. Imaginons qu'après une régène totale du corps, ou deux régènes totales du corps, le corps ne puisse plus se régénérer pendant, disons, 1 minute. Ce secret pourrait permettre aux adversaires de frapper dans ce laps de temps. Et enfin une méthode liée au Haki des rois. Le problème du Haki des rois, c'est que les combattants capables de passer outre seraient donc très peu nombreux. Déjà que pour le Gorosei c'est compliqué car ils sont 5, mais alors avec tous les chevaliers, c'est encore pire. Dans tout l'équipage de Kaido, seul le capitaine serait capable de combattre et de battre un chevalier divin. Aucun amiral ne serait capable d'en battre ne serait-ce qu'un seul, etc. On s'est compris. Par contre, il existe un autre type de Haki qui, pour le coup, pourrait justement être la clé pour passer outre. Le HDA. Scoporgaban était à God Valley, où il y avait des doyens et des chevaliers divins. C'était le plus grand rassemblement de combattants qui peuvent se régénérer, et ils ont combattu là-bas. Et il a forcément vu des combattants passer outre la régène, peut-être même qu'il en a combattu. Actuellement, on n'a aucune preuve que Gaban est le Haki des rois, mais on sait qu'il est l'égal de Rayleigh, qui lui est le Haki des rois, et qui est un patron Haki des rois. Partons du principe que Gaban n'est pas le Haki des rois. Question, comment Gaban pourrait-il être l'égal de Rayleigh, sans fruits et sans Haki, avec son HDA? Scoporgaban pourrait tout simplement être l'un des meilleurs utilisateurs de tous les temps. L'homme sans Haki des rois, capable de vaincre les meilleurs utilisateurs de Haki des rois. Même s'il garde en tête que Gaban peut bien sûr avoir le Haki des rois, et que c'est pas incompatible avec ce qu'on va voir. Actuellement, on est dans une impasse, parce qu'il faut trouver comment passer outre la régène. Au niveau du HDA, on peut renforcer son corps et ses outils, faire une projection et détruire de l'intérieur. Sauf que j'y ai réfléchi et je pense avoir trouvé le moyen pour aller encore plus loin, tout en restant dans la logique de l'œuvre. Le HDA ne doit pas être utilisé pour frapper le corps, ni même son intérieur, mais pour frapper l'âme. On sait déjà que le Haki, c'est la manifestation de la volonté. Et quand tu maîtrises très bien le HDA, tu peux déjà envoyer ton Haki à l'intérieur du corps, sans même le toucher. Tu vises donc l'intérieur. Maintenant, allons plus loin. On n'attaque pas seulement pour viser le corps, mais pour viser l'essence même de l'ennemi. Son âme. Deux combattants sont liés aux âmes dans l'œuvre, Brook et Big Mom. Les deux cas sont intéressants, mais Big Mom pouvait directement extraire l'âme des gens, ce qui implique le fait que les gens ont une âme qui, une fois retirée, défait l'ennemi. Donc, en frappant l'âme qui est liée au corps, mais qui est différent du corps, on pourrait également vaincre l'ennemi. Sans oublier le Haki des rois qui permet de dominer une volonté, plier quelqu'un sans le toucher. On aurait donc l'étape supérieure. On arrête de frapper mentalement l'âme, on la frappe physiquement. Et contre les chevaliers, ce serait peut-être la solution. Car quand tu frappes leur chair, ils se régénèrent. Mais si on frappe l'âme, on coupe directement leur lien avec ce pouvoir surnaturel. Ce n'est pas le corps que le Haki transperce, mais la volonté elle-même. Quand le corps renaît, l'âme peut être brisée. Voilà comment le Haki des rois de Joy Boy a pu renvoyer les doyens chez eux. Voilà comment Im a pu hurler de douleur. Le Haki des rois de Joy Boy n'a pas attaqué physiquement. Il a attaqué mentalement. Quasiment tout le monde croit que le Haki des rois est le seul moyen de passer outre, car le Haki des rois de Joy Boy a été efficace. Sauf que le HDA est un moyen de frapper l'âme physiquement. Et c'est ce moyen qui pourrait permettre à des combattants
combattants qui n'ont pas d'acquis des rois de passer outre la régénération. L'âme repose sur une compréhension très précise de la nature spirituelle d'un être. Le corps et l'âme sont liés, mais l'âme est ce qui définit la forme du corps. Le HDA permet de cibler avant même d'attaquer au corps, ce qui permet d'endommager quelqu'un à un niveau encore plus profond. Ce qui est par ailleurs la suite logique de ce qu'on a eu sur Onigashima. Le HDA+, permettait de frapper Kaido de l'intérieur. L'autre utilisation permettra de frapper l'âme. Pour imaginer mon propos, prenons Gunko. Imaginons que son corps est une marionnette et que son âme est une main invisible qui la fait bouger. La main invisible et la marionnette sont liées, mais frapper la marionnette ne permet pas d'endommager la main. Si la marionnette se régénère ou que la main peut en créer à volonté, quel serait le seul moyen d'arrêter tout ça? Eh bien d'attaquer directement la main. En l'occurrence, dans l'œuvre, on parle de frapper l'âme. Tout l'arc est lié au chevalier et pour vous, j'ai analysé ce groupe en détail pour mieux le comprendre et mieux théoriser la suite de l'arc. Il n'était pas là à deux moments importants dans l'histoire du monde, quand Tiger attaquait la Terre Sainte et quand Kuma attaquait la Terre Sainte. Il faut donc se demander pourquoi. En vérité, dans les deux cas, on a une raison externe et une raison interne à l'œuvre. Pour le cas de Tiger, c'est simple. S'ils avaient été là, l'homme poisson aurait perdu la vie. Il n'aurait sauvé personne. Pour comprendre, prenons un exemple de Naruto. Durant l'attaque de Pain sur Konoha, on a l'équipe de Geimaito qui est en mission. Sauf que ça, c'est la conséquence d'une problématique. Cette raison interne permet de résoudre un problème. S'il vient, il aurait très bien pu ouvrir toutes les portes, pour ceux qui connaissent, et éliminer tous les ennemis très facilement. La raison interne est donc que l'équipe est en mission. On se retrouve donc avec cette problématique par rapport au chevalier. La raison externe est la suivante, Tiger aurait perdu la vie rapidement. Il n'aurait sauvé personne. Pour Kuma, on peut imaginer la même chose, les chevaliers l'auraient arrêté, et ils l'auraient exécuté. Chacun a ses propres caractéristiques, ses propres pouvoirs, etc. Sauf qu'on note que l'auteur a été habile, car Akainu a été envoyé. Et là où c'est intéressant, c'est qu'Akainu, l'amiral en chef, est devenu un incompétent de première. En tant qu'amiral en chef, c'est simple, il échoue partout. Tout le temps. Capture des Shibukai, protection des rois, la Cross Guild, etc. Donc, c'est pas dérangeant en soi s'il échoue encore une fois, car c'est quelqu'un qui échoue désormais constamment. À l'époque de Marineford, il avait été efficace, notamment avec un plan avec Sengoku, et c'était une réussite. Mais depuis, c'est terminé. On en revient à la question des chevaliers, et à la raison externe. La vérité, c'est pas réellement qu'ils auraient arrêté Kuma, car Kuma devait partir. La vérité, c'est qu'ils auraient dû inévitablement flopper, justement parce que Kuma devait partir. Les chevaliers auraient donc floppé leur toute première intervention. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. L'auteur le sait, il ne faut pas que des persos comme ça, aussi importants scénaristiquement, flopent dès le départ. Ça n'a pas d'intérêt, pas de sens, c'est pas bien, je dirais même que c'est totalement nul. Et encore une fois, l'auteur en est conscient. Si on prend l'exemple d'Aramaki, on se rend compte qu'il est à l'origine du plus gros flop de l'œuvre. Mais ce flop n'a pas été fait par hasard, car il y a beaucoup de choses autour de ça. Il fallait que Wano, en tant que pays, montre qu'il est capable de se protéger sans Luffy. Les fourreaux rouges, pourtant en plein rétablissement, sont venus et se sont mis en travers de sa route, sans laisser aller la capitale. Il fallait qu'Yamato comprenne que le pays avait besoin de sa puissance. Yamato, qui voulait partir, a compris qu'il ne fallait pas commettre la même erreur qu'Oden. Il faut que le pays ait un élément très puissant. Il fallait aussi que Momonosuke prenne ses responsabilités et qu'il surmonte sa peur. Pour finir, on a la fameuse intervention de Shanks qui le gronde et qui lui fait un serment sur la nouvelle génération. L'humiliation, c'est pas pour que Shanks soit mis en avant. Shanks a plus tard one-shot Kid et son second. Shanks n'a pas besoin de ça. Shanks, c'est juste la conclusion et un moyen pour éviter un gros combat contre Yamato. Et pour que ça prenne du temps pour rien. Luffy, Zoro, Sanji et Jinbei, regardez. Il a juste fait le ménage rapidement. Pour en revenir aux Chevaliers Divins, il y avait strictement aucun intérêt à les faire flopper. C'est pour ça que l'auteur a préféré envoyer l'amiral en chef, qui peut totalement flopper, car on ne peut reprocher à un perso qu'on connaît depuis 10 ans de flopper, surtout qu'il n'en est pas à son premier flop. À l'époque de Tiger, ça avait été fait en pleine nuit, et en imaginant que ça a été fait rapidement, on peut se dire que l'amiral en chef n'a pas été capable de venir suffisamment rapidement, etc. Ça c'est justifiable. Mais pour l'attaque de Kuma en Terre Sainte en plein jour, c'est beaucoup moins justifiable. Voilà pourquoi l'amiral en chef a été envoyé. C'est comme ça que fonctionnent les mangaka en général. Ils s'intéressent et s'interrogent constamment sur la cohérence et la logique globale. En conclusion, en envoyant l'amiral en chef, il règle deux problèmes. Le problème des chevaliers et le problème de la logique. Voilà comment des auteurs règlent leurs problèmes. Si on reprend Naruto, Masashi Kishimoto a pu justifier que Guy n'était pas là. En évitant un flop des chevaliers, l'auteur a le champ libre pour parfaitement les introduire. Et surtout, parfaitement les mettre en avant. On en arrive donc à Elbaf, et à la parfaite introduction des 4 chevaliers. Pas 1, ni 2, ni 3, mais bel et bien 4 chevaliers qui ont parfaitement été introduits, avec 2 duos. Le duo très froid Gunko Shamrock et le duo plus atypique avec Summers et Killingham. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai dit que pour moi, dans l'œuvre, il manquait un équivalent à l'Akatsuki, c'est-à-dire un groupe d'élite hors marine et Shibukai. C'est ce qu'on a avec eux, et c'est tellement ça qu'on a même des duos. Pour l'instant, les chevaliers, c'est un gros 10 sur 10 à tous les niveaux. Personnalité, pouvoir, caractéristiques et même design. Et comme on dit
dit, on n'a jamais de chance de faire bonne impression. Pour leur cas, on peut dire que les 4 ont fait très bonne impression. Sauf que Gunko est apparu au chapitre 1134. Et qu'entre-temps, elle a pu humilier des géants chez eux, frapper Loki, refrapper Loki, je dirais même tabasser Loki, de faire un jeu entre collègues, de 4 contre 1 Usopp, Nami, Brook et Jinbei, et même de les ligoter comme des sacs à patates. Il est donc grand temps d'avancer, parce que le groupe Nami, Usopp, Brook, Jinbei, c'est bien, mais il reste les éléments les plus méchants, qui n'ont pas encore bougé, et le retour de bâton risque d'être foudroyant. On va approfondir le sujet des chevaliers via Shamrock et son père Garling. Garling était le chef des chevaliers, mais il est maintenant doyen, il faut donc un nouveau membre aux chevaliers. D'où l'intérêt de recruter Loki. Le prince des géants, ils se sont dit en fait d'une pierre deux coups. Ça arrange Loki, enfin en principe ça devait l'arranger, qui était censé être prisonnier, et ça les arrange eux, car il est très puissant. Dans le film Red, quand les doyens après Kuta était la fille de Shanks, ils ont dit « Ah, c'est donc une fille Garland ». Ce qui signifie que Shanks était censé être un fille Garland. Puis plus tard, on a découvert que Garling était également un fille Garland. En partant de ce principe, et avec le nom Chevalier Divin, divin en référence au Tenryubito, dragon céleste ou dragon divin, on aurait pu imaginer que tous les chevaliers étaient nobles de naissance. Sauf que ce n'est pas le cas, car il s'est avéré que non. Mais alors, pourquoi ont-ils tous un titre de chevalier divin? Pourquoi sont-ils tous des nobles? Eh bien c'est simple, car à l'époque féodale, et jusqu'à l'ancien régime, et dans d'autres monarchies européennes, un non-noble pouvait accéder à la noblesse par différents moyens, dont l'anoblissement par le roi avec une lettre de noblesse. En effet, le roi pouvait le faire en récompense à une personne pour ses services, par exemple au combat. Cet acte était une manière de reconnaître le mérite et la fidélité. Voilà comment des non-nobles comme Loki peuvent être anoblis. On a déjà vu pourquoi Shamrock avait sûrement le Haki des rois, et un Haki des rois très évolué. Sauf que je pense qu'il n'est pas le seul chevalier avec le Haki des rois, car Shinjo a dit qu'il existe beaucoup de gens qui ont le Haki des rois, qu'on arrive à un stade de l'œuvre où beaucoup peuvent et même doivent le révéler, et qu'ils sont au sommet de la hiérarchie. Il est donc possible que les chevaliers le possèdent, ou en tout cas certains, ce qui pourrait être intéressant pour les combats. Dans ma vidéo sur Shanks qui a 10 pouvoirs du Haki des rois, j'ai énuméré des pouvoirs théoriques et confirmés, et j'ai dit que le Haki des rois était loin d'avoir tout révélé. Des chevaliers pourraient avoir des pouvoirs différents grâce au Haki des rois. Ils pourraient maîtriser des éléments. Le Haki des rois ouvre la porte à beaucoup de pouvoirs, qu'il s'agisse de compétences élémentaires, physiques, psychiques et même télékinésiques. Odem créé et innové, et ça se voit sur les fruits. Les fruits du démon en général, c'est un concept mystérieux, mystique, démoniaque et magique. Voilà comment on a un Kuma qui peut se téléporter, Doflamingo qui change des immeubles en fil, Nika qui est une espèce de liberté absolue, etc. Les chevaliers divins pourraient avoir une combinaison de pouvoirs. Certains le Haki des rois et certains provenant des fruits. Et des chevaliers pourraient avoir des fruits modèles humains. Car pour l'instant, on n'en connaît que 4. Modèle Nika, ce qui veut dire qu'on peut avoir d'autres fruits divins. Modèle humain, lui c'est un petit peu le plus basique. Modèle Onyudo, un yokai, qui veut dire grand moine, ce qui veut dire qu'on peut encore avoir d'autres yokai humains. Et enfin Daibutsu, ce qui donne encore plus de potentiel en termes de fruits. Quand un camp est ce qu'il est et qu'on veut équilibrer, pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes, il existe plusieurs méthodes, et l'auteur les a déjà utilisées. À Marineford, le gros problème de la marine, c'était la puissance individuelle de Barbe Blanche. La méthode était donc de l'affaiblir par tous les moyens. Un plan a donc été mis en place. Sur Enies Lobby, le gros problème c'est que le CP9 était très puissant. La méthode, c'est des power-up. Sur Onigashima, le gros problème c'est le nombre d'éléments puissants et la surpuissance des ennemis. La méthode est double, des power-up et des alliés. Sur Egghead, un peu de nouveauté. C'est l'équipage qui est trop fort. Mais paradoxalement, l'équipage a comme problème Luffy avec sa limite. La méthode c'est donc régénération des ennemis et on termine l'arc avec Joy Boy. Il existe donc plusieurs moyens d'équilibrer, de gagner ou tout simplement de terminer un arc. Mais qu'en est-il d'Elbaf? Eh bien toute la question est là. Et pour y répondre, il faut se demander une chose. À quel point l'arc Elbaf sera-t-il long? Si l'arc est court, alors les chevaliers n'ont aucunement besoin d'aide. Par contre, si l'arc est long, alors il faudra impérativement rééquilibrer les choses. Elbaf est un arc teasé, préparé et attendu depuis des années. Luffy a dansé quand il était l'heure d'y aller. Mine de rien, ça fait déjà 8 mois qu'on est sur Elbaf. Et comme dit en intro, on entre dans la seconde phase. Et je pense que les 3 chevaliers ne vont pas porter l'arc sur leurs épaules. D'ailleurs, écoutez un peu le titre des 2 derniers chapitres. Le calme avant la tempête et ce qui nous fait peur. La tempête arrive, ce qui fait peur aux géants fait face aux géants, mais surtout, Luffy qui incarne Nika et qui incarne un empereur va venir confronter les chevaliers divins. Et rappelez-vous des propos des 3 chevaliers. Killingham ne veut pas énerver Luffy. Somers refuse que Luffy les pourchasse à cause de l'envie de Gunko. Et Gunko a peur de Nika. Voilà pourquoi je pense à une intervention extérieure directement sur Elbaf, qui est un pays stratégique pour la fin du monde. Car Gunko précise que le camp qui aura Elbaf à ses côtés
aura une grande aide. Et ça va même au-delà de ça, car elle parle d'un bouleversement du cours des événements. Les chevaliers auront donc besoin d'une aide extérieure, et tout nous amène à un Luffy qui va leur montrer qu'il fait honneur à sa réputation. Monkey D. Luffy, le pirate qui a défié l'ordre établi, l'homme qui a frappé un Tenryubito, le nouvel empereur qui a battu Kaido, l'incarnation de Nika qui a affronté les combattants de Hime. Mine de rien, l'arc Elbaf a duré pas moins de 7 tomes, ce qui est énorme, dans la mesure où l'arc n'était pas réellement teasé et attendu. Les doyens ne sont pas réellement tombés, mais renvoyés chez eux. Mais surtout, ce qui a fait que l'arc était long, c'est que l'arc liait technologie et puissance démoniaque. Alors qu'à la base, on avait surtout un arc technologie. Sauf qu'en plus, on a eu la puissance démoniaque avec des démons du Gorosei. Mais pas que, car on a eu un flashback qui expliquait en long, en large et en travers l'histoire de Kuma et de Bonnie. Mais aussi des événements qui ont marqué la chute de 3 figures du manga, Trafalgar Law, Eustace Kid et Monkey D. Garp. Ces 3 chutes ne sont pas que symboliques, car la chute de Law élimine un prétendant au titre de roi des pirates et augmente les chances de Teach. La chute de Kid fait pareil mais pour Shanks. Et la chute de Garp affaiblit la marine et offre à l'équipage de Teach une monnaie d'échange et pour le manga en général, un éventuel moyen de représailles dans la mesure où quelqu'un voudrait le chercher. En tout cas, le fait est qu'on a eu la chute de 4 hommes qui valaient symboliquement 3 milliards. Kid et Law côté prime de marine, Garp et Kizaru côté prime de Cross Guild. Ces chutes sont importantes dans la symbolique, dans la course au One Piece, mais aussi dans l'image qu'on se fait des pirates qui les ont fait tomber. Sur Elbaf, on aura aussi un long flashback, mais pas que, parce qu'on aura aussi des événements extérieurs, qui impliqueront d'autres figures du monde. Cross Guild, Sengoku, Fujitora, Aramaki, Akainu, mais pas que, car on a encore d'autres chevaliers divins qui peuvent attaquer d'autres endroits. On a également Monkey D. Dragon et les Revo, sans oublier le chef des chevaliers, Shamrock, et le nouveau doyen, Garling. La phase la plus importante, impressionnante, intéressante et divertissante de l'arc Elbaf débute maintenant. La dernière planche du chapitre 1147 nous montre bien que Sommers reconnaît Gaban en hurlant son nom et en étant totalement choqué. Il est choqué car Sommers est informé. Sommers est un chevalier divin qui est dans l'ordre depuis des dizaines d'années et qui était à God Valley. Il a vu le commandant du roi des pirates combattre. Peut-être même qu'il a perdu contre lui et peut-être même que ça a été expéditif, avec un Gaban à son prime. Sommers est choqué et tout se passe extrêmement vite. La vitesse de déplacement et d'exécution de Gaban est de loin l'une des meilleures dans le monde, alors qu'il est âgé. Quand Rayleigh débarque sur l'archipel devant Teach, il vient pour sauver sa fille adoptive. C'est ce contexte qui fait qu'il vient pour en découdre, ce qui fait que Teach tire cette tête. Pour Skopor Gaban c'est pareil, l'optique est similaire, sauf qu'il vient en plus pour sauver le pays tout entier, et pour sauver les enfants du pays. Rappelez-vous des réactions de Luffy et Zoro devant Gaban. Zoro, qui nous habituait à tout pour le 1 contre 1, n'a pas hésité une seconde avant de combattre avec Luffy contre ce vieil homme, qui ne payait pas de mine, mais qui les a littéralement choqués. Ce vieil homme qui les a choqués a attaqué, mais cette fois pour sauver son enfant, les enfants des autres, le pays et des écrits millénaires de la bibliothèque. Sommers est comme Killingham. Pour les deux, la puissance de l'empereur Luffy au chapeau de paille les effraie. On parle de chevaliers divins. Ce ne sont pas juste des nobles de la noblesse mondiale. On parle de nobles de la noblesse mondiale qui sont des combattants. Pourtant, ils font tout pour éviter le combat. Gunko, qui est aussi une noble, veut prendre Brook. Sauf que Sommers lui dit non, justement pour éviter de l'énerver. Depuis quand est-ce qu'un noble n'obtient pas ce qu'il veut? Et bah ça, c'est l'effet empereur. Gaban avait un niveau de puissance tellement élevé que sans Sommers, on a été profondément traumatisé. Rayleigh a pris Luffy à faire des dégâts sur du Logia. Yogoro sur Kaido. Gaban, ce sera pour les chevaliers, le Gorosei et Hime. Le fait que Killingham et Sommers montrent et disent avoir peur de la puissance de Luffy, c'est pas anodin parce qu'une fois que Luffy aura le moyen de contrer la régène, il va faire ce qu'il a fait sur Egghead. Sauf que là, il n'y aura pas de régène. Parce qu'il faut se rendre compte que sans régène, Saturne se faisait exterminer. Et que même à plusieurs, ils n'ont pas eu la peau de Luffy. Les chevaliers et les doyens peuvent être comparables aux Logia comme Ener à l'époque, dans la mesure où ils misent beaucoup trop sur leurs caractéristiques. Ener se croyait tout puissant. Sauf que Luffy n'a pas eu besoin de Haki car il est en caoutchouc. Celui qui se voyait tout puissant a goûté la patate du pirate élevé dans la jungle. Et il a compris qu'il avait peut-être fait un mauvais choix de carrière. J'en reviens à ma théorie de l'âme pour contrer la régène. Selon Platon, l'âme est immortelle et le corps est temporaire. Le fait que l'âme puisse être vue comme immortelle pourrait être ce qui permet au chevalier de l'être, avec une régénération. Sauf qu'avec du HDA, on pourrait frapper jusqu'à l'âme. Ce qui permet de couper en quelque sorte cette connexion âme-corps.
ce qui retire la régénération au corps. Et peut-être qu'il faut ôter la vie du combattant rapidement pour éviter une future régène. Parce qu'on a vu Sommers débarquer en caleçon et qu'il n'a aucune cicatrice. C'est peut-être un indice qui nous fait comprendre que la régène peut toujours se faire après. Et que pour s'en débarrasser, il faut leur ôter la vie. À l'époque, Gabal l'a sûrement tranché, sauf que Sommers n'a aucune cicatrice. Pour s'en débarrasser, il faut les éradiquer. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.